Le talent, l'intelligence est partout. L'opportunité n'est pas. Si vous ne pouvez pas dire votre présentation dans une phrase, tu ne peux pas le dire dans une heure. La forme d'un bon discours, c'est accroche, contraste, rappel à l'accroche. La théorie de la veste a été proposée à être publiée aux États-Unis et j'ai été rejetée parce que j'avais pas assez de followers Instagram. Elle a les dents longues qui raillent le parquet. Mais c'est quoi cette image horrible? J'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'une femme qui a envie de réussir, on l'insulte de vampire? Le vrai féminisme pour moi, c'est la femme qui fait ce qu'elle veut. Et ce n'était juste pas le cas chez moi et j'ai jamais pu accepter ça. Cet sentiment que ce n'est pas là où je vais fleurir et je vais fleurir plus que vous me laissez, c'est ce sentiment-là qui m'a poussée à quitter les Mormons. Alors, Annabelle, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. Merci de m'avoir invitée. Comme je te disais, en fait, je t'ai découvert via un post LinkedIn où la personne que je lisais, j'ai oublié son nom, elle disait qu'un livre qu'il avait marqué, c'était La théorie de la veste. Alors, j'ai trouvé la théorie un peu spéciale et je suis allée sur YouTube découvrir qu'est-ce qu'on entend par théorie de la veste. J'ai vu pas mal de vidéos que tu as fait sur le sujet et franchement, c'est une théorie qui m'a impactée cette année et j'ai eu envie de partager justement cela avec ma communauté, raison pour laquelle je t'invite aujourd'hui dans le podcast. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu souhaites? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis Annabelle Roberts, entrepreneuse, autrice. Je suis en train d'écrire mon 2e livre. Ouais. Maman. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle La théorie de la veste. Ouais. Le nom de mon agence s'appelle Present Perfect, qui est spécialisée dans tout ce qui est prise de parole en public, oralité, soft skills, communication. Comme vous pouvez peut-être entendre dans mon petit accent, je suis anglophone du Canada. Donc souvent, dans le francosphère, les gens ils pensent que tous les Canadiens parlent français comme ça, là. Mais non, on est plutôt anglophone au Canada. Donc ça, c'est mon cas. Et ça, c'est moi. D'accord, ok. Donc, pas mal de casquettes, écrivaine, chef d'entreprise. Et j'ai cru comprendre que tu venais d'une famille mormone. Oui. Et ce que j'ai compris de cette religion, c'est qu'en réalité, la femme est prédestinée, entre guillemets, à être mère au foyer. Oui. Donc, je voulais savoir comment est-ce que lorsqu'on est dans ces conditions-là, on arrive à créer une entreprise comme Present Perfect qui a de l'impact pour accompagner les personnes dans la prise de parole en public, les soft skills. Comment est-ce que tu as réussi à faire ce parcours? Je pense que j'ai réussi parce que je suis de nature ambitieuse. D'accord. Et le mot ambition est un mot que j'adore parce que je trouve que même de nos jours, même quand on arrive dans une ère de l'humanité où la femme n'a jamais été aussi proche de l'égalité avec l'homme qu'on a, autant que femme ou en tant que personne avant qui n'avait pas toutes les opportunités qu'on a aujourd'hui, même dans cette ère-là, on a un problème avec l'ambition. Quand on regarde les expressions qui partent de l'ambition en français, quand j'ai commencé à les apprendre, parce que moi j'ai appris le français, okay? Donc c'est ma 2e langue, j'étais mais horrifiée. Okay? Elle a les dents longues qui raillent le parquet. Mais c'est quoi cette image horrible? J'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'une femme qui a envie de réussir, on l'insulte de vampire? Mais c'est horrible. Parce que surtout quand on regarde ce que les gens, la plupart des gens, d'accord, qui ont de l'ambition, qui cherchent un job meilleur, qui veulent croître leur salaire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là? OK, 2-3% vont y aller acheter une Porsche et le mettre sur Insta, très bien. Ouais. Mais moi, je peux vous dire ce que je fais avec mon argent quand je gagne un petit peu plus, quand je me verse une dividende. Je le dépense dans mes enfants pour qu'ils puissent y aller à des meilleures écoles, pour que ma fille puisse jouer la harpe, pour que je puisse payer des frais de conservatoire, pour qu'on puisse partir en vacances ensemble, pour créer des souvenirs en famille, des choses que moi, je n'ai jamais eues en tant que mormone. Donc, moi, la première chose, pour répondre à ta question, Natacha, c'est de l'ambition. J'ai toujours été ambitieuse et les mormons voient ça comme une péché. Une femme ambitieuse, c'est péché. Ou il faut que vous mettez votre ambition dans des choses qui sont permises par l'Église. Okay? Si vous êtes ambitieuse, mais faites 10 enfants alors.
Okay? Ma mère a 10 enfants. Ok. J'ai 7 frères, 2 sœurs. Si vous êtes ambitieuse, vous pouvez coudre des accroches tétines et les vendre sur Etsy. Okay? Et ensuite, vous allez verser 10% de tout ce que vous gagnez à l'église. Ouais. Sinon, vous ne pouvez pas y aller au temple. Sinon, vous êtes considérée comme une mauvaise mormone. Donc, moi, j'ai jamais accepté ça. J'ai rien contre des personnes qui vendent des accroches tétines sur Etsy. Si c'est votre kiff, faites-le. J'espère que vous en vendez des millions. Mais le vrai féminisme, pour moi, c'est la femme qui fait ce qu'elle veut. C'est la femme qui a le même accès et droit à tous les droits et privilèges que tous les autres humains de la Terre. Et ce n'était juste pas le cas chez moi et j'ai jamais pu accepter ça. La deuxième chose, c'est l'intelligence. Beaucoup de gens me disent « Mais tu te prends pour qui quand tu dis que tu es intelligente et tout ?» J'ai dit « Mais à 11 ans, la première fois où j'y vais sur Internet, je me pose des questions que j'avais par rapport à ma religion, mais depuis très jeune, depuis 7 ans. J'ai dit « Mais pourquoi est-ce que cette religion, c'est la bonne quand il y a le judaïsme, l'islam, le Christianity, je ne sais pas le dire en français. Christianisme, qu'il a depuis 2000, 3000 ans. Et cette religion fondée aux États-Unis par un monsieur en 1823, en fait, c'est ça la vraie religion. J'ai dit, mais ça me paraît bizarre, il y a un truc qui ne va pas là, etc. Et j'y vais sur Internet et je pose mes questions. Et avant pas très longtemps, je décide que c'est pas vrai, en fait, c'est du n'importe quoi. Enfin, et ce que j'aime bien dire, et ce que je dis souvent dans la théorie de la veste, c'est que le talent, l'intelligence est partout. L'opportunité n'est pas. Okay. Et des gens, ils me demandent pourquoi tu as écrit la théorie de la veste, comment tu as pu sortir des Mormons. C'est parce que je trouve qu'on est un tribu. Okay. On est un tribu, nous, qui ont de l'ambition, qui ont envie de faire quelque chose de notre vie, qui ont envie de faire une carrière, qui a du talent, qui a de l'intelligence, mais qui ne sont pas nés dans le 6e arrondissement de Paris. Ouais. Où on a eu le malheur, on a fait le très mauvaise décision de naître dans une famille pauvre. Or, une grande centre urbain, par exemple. Ah, ça, c'est la vision mormone? Non, la vision mormone, c'est... je vais le dire en anglais et ensuite, je vais essayer de le traduire. D'accord. Okay? Bloom where you're planted. Okay. Dieu vous a mis exactement là où vous êtes censé être. Okay? Donc, tous ces sentiments-là que tu as, Annabelle, d'avoir une carrière comme Oprah Winfrey, comme Ali McBeal, mais c'est du péché. Parce que tu fleuris pas là où Dieu t'a planté. D'accord. Et ce sentiment que ce n'est pas là où je vais fleurir et je vais fleurir plus que vous me laissez, c'est ce sentiment-là qui m'a poussée à quitter les Mormons. Mais ce n'était pas facile. D'accord. Et justement, je vois quand tu t'exprimes beaucoup d'ambition, justement, comment tu fais pour quitter et réussir à créer ton entreprise? C'était en étapes. Donc, des gens ambitieux, je trouve que souvent, ils courent après du learning. Je vais dire que c'est... En tout cas, moi, des gens qui m'intéressent sont des gens curieux. Et j'ai toujours été très curieuse de nature. Et donc, j'ai toujours voulu étudier. Mais ce n'était pas évident. Parce qu'à l'âge d'11 ans, quand j'y vais sur Internet pour la première fois, parce que j'ai grandi dans une ville où il y a à peu près 2000 personnes. Et on faisait 330 km pour rejoindre l'hypermarché le plus proche. Donc, en France, on ne peut pas comprendre les distances du Canada. C'est très, 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 très grand et très froid. Et il n'y a rien. Et donc, il y avait une école dans la ville qui y allait de la petite maternelle au bac. C'était l'école le deuxième mal notée, je ne sais pas comment dire en français, mais il y avait à peu près 400 écoles dans ma région, en Alberta, et c'était le 398e au niveau de performance. Et c'était vraiment le no man's land, le nord de l'Alberta. Et il y avait un ordinateur avec Internet. Okay? J'y vais, je pose mes questions, j'ai faim d'apprendre. Et je décide que non seulement est-ce que je pense que je suis peut-être athée, complètement, mais j'ai envie d'avoir une carrière. J'ai envie d'avoir une carrière.
Et donc, je quitte la bibliothèque ce jour-là et je dis à mes parents, je suis athée. Wow. Elle est possédée par le diable, il faut l'amener à l'évêque, on ne sait pas quoi faire avec elle. Et là, au fur et à mesure, pendant quelques mois, ils ont décidé que j'étais irrétrapable et ils m'ont mis dans une famille d'accueil mormone. Wow. Donc, j'étais enlevée de ma maison, j'étais mise dans une famille d'accueil mormone, ensuite une deuxième. Et c'était misérable, en fait. Donc, j'étais abusée, c'était la misère. Donc, à 16 ans, ce qui est l'âge légal d'émancipation dans ma région, je décide de partir. Et je suis indépendante à partir de 16 ans. Je travaille dans l'équivalent du Carrefour, ça s'appelle Safeway, où j'ai eu un manager adorable qui me donnait les aliments presque expirés. Comme ça, j'avais quoi manger. Et j'ai terminé mon bac comme ça. Wow. Et je me suis inscrite pour faire du journalisme parce que je voulais être vraiment à la télé comme Oprah. Je l'ai écrit à une lettre et elle m'a répondu. C'est adorable, non? Ouais. Et elle m'a dit, l'éducation, c'est le chemin. Et donc, ça m'a motivée. Mais mes parents gagnaient trop d'argent pour que j'ai des bourses. Et ça ne servait à rien d'expliquer à l'école que je n'ai pas accès à leur argent parce qu'ils m'ont très clairement dit, revenez à l'église et éventuellement on discute pour que vous puissiez étudier. D'accord. Okay? Mais non. Donc, je gagnais pas... j'avais pas accès à des bourses, etc. L'école coûte beaucoup plus cher au Canada qu'ici en France. J'arrivais pas à travailler et gérer mes cours, payer ce qu'il y avait à payer et payer mon loyer. Donc, j'ai essayé 2 fois de terminer mon diplôme, mais j'arrivais pas. Une fois en Alberta, une fois à Toronto. Mais à Toronto, j'ai rencontré un homme français qui m'a dit, écoute, viens en France. En France, l'école est gratuite. Viens en France. Et donc, je suis venue en France. J'ai eu un job, puis une autre. Quand je suis arrivée, je ne parlais pas français. Donc, j'étais nounou. Donc, l'aîné de 10 enfants. Ils ont dit, oui, OK, très bien. Ensuite, j'étais demi-chef de rang dans un restaurant où je travaille au Black pour 50 € par jour, en cash. OK. Ouais. Et j'ai commencé à apprendre le français comme ça. Et comme je comprenais la restauration, ensuite, j'étais embauchée pour être prof d'anglais dans les hôtels de luxe. D'accord. Donc, hôtel Georges V, Ritz, tout. C'était génial. Ça m'a permis de découvrir ce que c'est le vrai Paris chic et comprendre les codes et tout ça. Et j'ai donné des cours d'anglais comme ça j'avais des très bonnes notes en tant que prof. Et donc, mon école a commencé à me donner des exécutifs, des gens très exigeants qui étaient sur le board de différentes boîtes, etc. Et leur petit secret qu'ils voulaient que personne ne le sache, c'est qu'ils ne parlaient pas anglais. Ils speak English like this, you know, Yeah. big accent, strong like that. Et donc, moi, j'allais tôt le matin dans leur bureau pour leur donner des cours d'anglais, mais pour leur pousser, vraiment, pour qu'ils apprennent... Et ça a très bien marché et ça m'a déclenché un job dans la politique. D'accord. OK. Wow. Et après avoir travaillé dans la politique, j'ai monté ma boîte. Wow. En fait, ton parcours, il est très inspirant. Oh, merci. Et quand tu présentais ton parcours, une question que je me suis posée, je vois que tu oses en fait, tu oses justement tester des choses. Quel est ton rapport à l'échec aujourd'hui? Ah, mais l'échec doit être le meilleur ami, le plus intelligent que tu as jamais eu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la réussite, la chemin à la réussite est pavé d'échecs. Okay? Donc, tu sais pas où elle est, la réussite. Tout ce que tu sais, c'est que tu vas jamais l'atteindre. C'est français? Tu vas jamais arriver. Oui. Okay? Si tu ne continues pas. D'accord. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'en France, je trouve que c'est très dur. Tu montes une boîte, tu le plantes, t'es fiché S. Tu peux pas monter une deuxième boîte. Non mais attends, je fais mes dents sur le premier, tu vois? Tu t'es viré d'un job. Ah bah non, on veut pas de quelqu'un qui a été viré, etc. Mais je te dis pas combien de fois j'étais virée parce que je suis incapable de garder ma langue dans la poche.
tu vois. Ouais. Et donc, l'échec, c'est... Il y a un financier américain qui s'appelle Ray Dalio et il dit de manière très charismatique, douleur plus réflexion égale progrès. Ok. Douleur plus réflexion égale progrès. T'enlèves un élément de cette occasion-là et tu ne progresses pas. Tu vas pas marcher sur le chemin vers la réussite parce qu'elle est pavée d'échecs. Oui. Et chaque fois que tu échoues, tu dois faire une post-mortem de cet échec. Okay? Dans la théorie de la veste, je conseille aux gens d'avoir une copine de la loose Ouais. ou un copain de la loose. Okay? Qu'est-ce que c'est? Je vais t'expliquer. Mais je te propose que désormais, Natacha, toi et moi, on est copines de la loose. Ok. D'accord? Donc, si je poste une loose sur LinkedIn, tu m'encourages. Donc, la copine de la loose, c'est quoi? C'est une amie qui va féliciter tes échecs. OK? Donc, qui sera une invitée que tu rêves de l'avoir sur le podcast? Que je rêve. Ouais. Waouh. Que je rêve. Ouais. Bon, dans la data science et l'IA, je pense à Yann LeCun, oui. Parce que c'est l'un des pères de l'intelligence artificielle au monde. Et j'aimerais bien qu'il vienne sur le podcast partager sa vision avec ma communauté. Ah, moi, j'aime trop. Moi, j'aime trop pour toi qu'ils viennent sur ce podcast. OK? Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que c'est quand même une grande ambition. Ouais. Right? Mais comme on a vu avant, l'ambition n'est pas sale. La différence entre l'ambition vertueuse et l'ambition toxique, c'est qu'est-ce que vous allez faire si vous réussissez. D'accord? Donc, on pense à certains hommes très puissants aujourd'hui que d'eux qui réussissent quelque chose, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Dominer le monde. Non, c'est de l'ambition toxique. C'est l'ambition cancérogène, même, j'ai envie de dire. Okay? Mais l'ambition vertueuse, c'est j'ai envie d'inviter peut-être le plus grand cerveau de l'IA de notre génération sur mon podcast. Pourquoi? Pour partager avec tout le monde. Pour rendre plus informée ma communauté. C'est par générosité. C'est par curiosité. Et tout ça, c'est vertueux. Et donc, on assume notre ambition. C'est la première chose qu'on doit faire quand on pratique la théorie de la veste. D'accord. Et pour qu'on soit clair, la théorie de la veste, c'est une veste, une porte, une non merci, un râteau, un vent, comme disent les Québécois, une claque sous la gueule, ok? Un pourquoi vous m'appelez, vous êtes qui, comment vous avez eu mon numéro. Donc, tous ces rejets qui nous fait hyper mal et qui déclenchent une honte, d'accord? Il faut qu'on est capable de traverser cette honte, de devenir confortable dans l'inconfort, ok? Parce que il y a 60 000 ans, quand on habitait tous en tribu, etc., la honte, on l'a développée comme outil de survie. Oui. Fais pas de vagues, vive longtemps. Okay? Aujourd'hui, l'inverse est vrai. Je dis, plus que vous avez de followers sur LinkedIn, plus que vos prospects carrières sont brillants. Okay? Donc, on n'est pas câblé pour oser. Et donc, c'est pour ça que la théorie de la veste est là pour oser. D'accord? Donc, la première chose qu'il faut faire quand on pratique la théorie de la veste, c'est assumer son ambition. Inviter Yann, comment on prononce son nom Yann de famille? LeCun. LeCun. Oui. C-U-N-N. L-E-C-U-N-N. Oui, Exactement. exact. He's a genius, this guy. Ouais. Cocorico. On est d'accord? Ouais. Ouais. Inviter Yann LeCun à venir sur le podcast de Natacha. Oui. OK? On assume cette ambition. On le dit. On le dit devant tout le monde sur YouTube, devant les millions de gens qui te suivent. Si ce n'est pas des millions, ça devrait être les millions parce que ton podcast est tellement génial. Ah, okay? Merci beaucoup. Mais je t'en prie, c'est normal. Toi, tu es génial aussi. Okay. Merci. Et deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va pratiquer la théorie de la veste pour que ça arrive. OK. D'accord? Ça veut dire qu'en phase avec cette ambition, on va se donner un quota de veste, un quota de rejet à prendre. On passe notre journée à essayer de réussir. 2 fois par semaine, on va essayer de loser. D'accord? Histoire de varier les plaisirs. N'importe quel portfolio d'investissement doit être diversifié. Exactement. On est d'accord. Oui. C'est la même chose parce que quelle est la seule monnaie qu'on ne peut pas en faire plus? Notre temps. Et donc, comment on investit notre temps? C'est l'ultime investissement. Et donc, on va se donner un quota de veste, Natacha, pour inviter Yann LeCun à venir sur le podcast, 2 par semaine. 2 par semaine. 2 par semaine. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que,
arrivé la fin de semaine, si tu n'as pas rempli ton quota de veste, bah, ça veut dire que tu n'as pas losé, tu as gagné, en fait. 2, comme on essaye de loser et non pas réussir, la manière dont on approche le problème va être beaucoup plus différente. D'accord? On essaye de loser. Donc, évidemment, on va oser. Okay? 3, si jamais tu prends des vestes douloureux, d'accord? Tu arrives à trouver qui est le chef de cabinet de Yann Lequin, etc. Tu l'ajoutes sur LinkedIn et tu lui expliques le projet. Il dit non, merci, on n'est pas intéressé. Or, ça fait mal. Ouais. Rien d'y penser, ça te fait mal. Exactement. Bah voilà. Mais j'ai mal pour toi. J'ai même les neurones miroirs là qui s'activent en disant non, mais j'espère que ça lui arrive pas quand même. Je suis la reine des vestes, mais je veux pas qu'elle prenne une veste comme ça. Okay? Okay. Mais ça fait mal. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'appeler parce qu'on est connecté en WhatsApp maintenant. Ouais. Et tu vas dire copine de la loose, le chef de cab de Yann, il m'a dit non. Et je vais dire ouais, mais Natacha, t'es quand même la meilleure loseuse que j'ai jamais rencontrée. OK. Ça, c'est de la veste royale. Tu te rends compte comment tu persistes où là, plein d'autres n'auraient même pas osé? Regarde comment t'es. Tu oses là où il y a des milliers d'autres qui n'osent même pas. Tu vois? T'es la reine des vestes et c'est très bien. Maintenant, on va comprendre pourquoi il a dit non. Parce que douleur plus réflexion égale progrès. Donc, comment pratiquer la théorie de la veste? 1, il faut se fixer un quota de veste. Et on va parler dans un instant comment pratiquer la théorie de la veste en toute sécurité. Parce que c'est important. Okay. 2, il faut avoir une copine de la loose. La copine de la loose, elle a 2 jobs. Le premier, c'est de te féliciter dans ta veste. Okay? De te rappeler que le chemin de la réussite est pavé d'échecs. Et chaque fois que tu es rejeté, tu mets un pavé devant toi. D'accord. Et chaque fois que tu échoues, tu examines cet échec, parce que faire 2 fois la même échec, loser pour loser, c'est quand même la lose. Exactement. On est d'accord? Oui. Excuse-moi, je suis encore malade un peu. Mais la copine de la lose, ensuite, on va faire une post-mortem de cet échec. On va regarder ce message. Et moi, on va regarder, on va dire, et on va utiliser notre soft skills, notre intelligence de la communication, notre intelligence relationnelle, d'accord? Pour examiner, moi j'ai dit, moi je trouve que ce message est assez standard. Non merci, on n'est pas intéressé. Moi je trouve que c'est assez standard. Donc moi ça me laisse croire, reine de la veste qui en a pris des milliers quand même, que c'est ce qui répond à tout le monde. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour continuer et pour remplir la quota de veste de la semaine prochaine? Parce que souvent, des rejets est quand même un terrain fertile pour plus de rejets. OK? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder... Ah, Annabelle, mais regarde ce qui vous avez en commun. Ah, mais ça se trouve que... Mais regarde, un tel, ton ex-mari, il est connecté avec lui. J'ai dit, oui, c'est vrai, ils le connaissent depuis qu'il est... Voilà, avant, quand il était Meta, quand ça s'appelle toujours Facebook, machin, nanana, et le Country Club en Bretagne ou je sais pas quoi. Et mais est-ce que tu peux lui demander de me faire une introduction? D'accord. Dire quand même la taille de ma communauté. Dire quand même comment je prépare bien mes entrevues. Vouch for me, you know? Je ne sais pas dire ça en français. D'accord. Et donc là, tu me fais une tentative de veste, là. Mais je te connais. Et donc, je vais dire, bah oui, pourquoi pas? Bah oui, très bien. Okay? Et donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que ce monsieur, ce chef de cabinet, quand il y a son patron qui lui dit... il y a cette jeune-là, elle est assez inspirante, elle est sérieuse et elle a une grande communauté. J'ai envie de parler aux jeunes. Elle m'a demandé d'être sur son podcast. Bah, lui, il va dire, oh merde, elle m'a demandé sur LinkedIn. Okay. Elle est quand même connectée, cette jeune-là. Ok, je vois. Ouais. Tu vois? Ouais. Et donc, en fait, on va arriver, mais il faut pratiquer la théorie de la veste en toute sécurité. Et quand on échoue, comme on a un quota de veste, c'est quoi la définition de la performance d'un point de vue vente, j'ai envie de dire? Bah, on remplit nos objectifs. Bah, écoute, on était rejetés. Il nous a envoyé 2 fois boulet. Yann Lequin 2 fois cette semaine-là. Bah, on peut se féliciter. On est performant. On atteint nos objectifs. Bah oui, on a rempli nos objectifs. Okay. Bravo. Okay? Donc, il faut qu'on change la relation qu'on a avec l'échec. Mais comment pratiquer la théorie de la veste en toute sécurité? OK? Parce qu'il ne faut pas loser Kékette Freestyle non plus. Hein? OK? Attention. D'accord.
1. Il faut que vous soyez quasi sûr de votre tentative de veste va être une veste. Parce que le but de la théorie de la veste, c'est de se vacciner contre la peur du rejet. Mais pourquoi le faire si on est quasi sûr qu'on aura une veste? Parce que le but de la théorie de la veste, on passe 99% de notre temps à essayer de réussir. Ok. Le but de la théorie de la veste, c'est de oser plus davantage. Comment peut-on oser plus si on est sûr que ça va réussir? C'est pas oser. Non, ouais. Non, c'est juste faire son travail, en Ok. fait. Hein. Donc, il faut que vous soyez quasi sûr que c'est une veste. OK? Donc, 51% ou plus. Genre, voilà. Il y a presque toutes les chances que ça ne marche pas. OK? D'accord. Parce que, soyons honnêtes, il y a presque pas de chance que Yann Lequin vienne sur ton podcast. OK? Mais il y a quand même Il y a des chances. Voilà. Mais si on doit donner un pourcentage de certitude, oui, voilà, ça ne sera pas 99%. Non. Non. OK? Ça sera peut-être 50-50. Maybe. I don't know. OK? Donc, on est assez sûr que c'est une veste quand même. Ok. D'accord? Comme ça, on se pousse, on se ose. C'est comme quand on va aux salles de sport, on ne va pas soulever des trucs à 5 kilos. C'est pas utile. C'est pas utile. Je suis sûre que je peux le soulever. D'accord? Je vais me pousser et je vais essayer de faire des exercices où je ne sais pas si je vais arriver. OK? Deuxième chose, il faut qu'on soit quasi sûr que c'est une veste. Deuxième chose, c'est que si jamais ce n'est pas une veste, ça nous propulse vers notre ambition. Ouais. OK? On se donne notre... Exact. OK? Donc, parfois, j'ai des journalistes qui vont m'interviewer et ils vont me dire « toi, tu es la dame des vestes, donc chaque fois que tu vas au café, tu demandes que le café soit offert. » Je dis « Ben non, parce que mon ambition, c'est pas d'être le plus caféiné du quartier. Non, mon ambition, c'est d'améliorer la vie de mes employés, de travailler aux causes de l'égalité homme-femme, de publier mon livre, d'élever des enfants bien, qui deviennent des adultes cool et bien et qui payent leurs propres factures. J'ai pas envie qu'ils vivent avec moi jusqu'à 35 ans quand même. Et c'est ça mon ambition. Donc, il faut que vous soyez quasi sûr que c'est une veste. Et si jamais ce n'est pas une veste, paf, ça vous propulse vers votre ambition. Parce que si on revient aux métaphores de la portfolio financier, quand on diversifie dans les investissements un petit peu plus risqués, bah, le reward est aussi au rendez-vous. Donc, il faut que ça soit la même chose pour vous et la théorie de la veste. Et la troisième critère, c'est que dans aucun cas, est-ce qu'une tentative de veste doit nuire à ta réputation ou celle de ta maison. D'accord. OK? Donc, si on revient à notre exemple pratique, notre cas business, OK? On reçoit un non merci de la part de la chef des cabinets de Yann Lequin. Est-ce que je le prononce bien, son nom? Oui, je pense, oui. OK. On ne va pas, le lendemain, dire « Pourquoi pas? Et aujourd'hui? Et maintenant? J'ai trouvé votre 06 sur Internet. Pourquoi vous m'avez dit non? Pourquoi il ne peut pas venir? » OK. Mais il va nous bloquer partout, là. On va nuire à notre réputation. On nuit à la réputation du podcast, de la communauté, de tout ce que tu as construit. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une tentative de veste ne nuise pas à ta réputation? J'appelle ça la paramètre mignon. Paramètre mignon? Oui. OK? Et donc, ça fait penser à des chatons au panier avec des arcs-en-ciel, mais ce n'est pas ça. OK? Le paramètre mignon, c'est que dans ma communication, j'ose être un tout petit peu vulnérable pour qu'ils voient que je suis sincère, pour que dans le message, on est capable d'établir ce que Aristote a appelé la ethos. OK? Parce que, tu sais, il y a 3 piliers quand il s'agit de convaincre quelqu'un. Les piliers de la conviction. Pathos, logos, ethos. Il faut parler au cœur, pathos. Il faut parler aux logiques, raison, logos. Mais il faut aussi qu'on
on est capable de cerner que le source de cette information, le source de la demande de croire ce que tu me dis, vient de quelqu'un de compétent qui me souhaite du bien. C'est comme ça qu'il le définit, Aristote. Okay? Lithos, c'est je considère le source de cette information comme une source compétente qui ne me souhaite pas de mal, digne de confiance, digne de mon temps. Okay? Not an asshole, not an idiot. D'accord. En gros. OK. Bon, c'est très intéressant. Donc, ce que je comprends, pour pouvoir... La théorie de la veste, en gros, c'est une théorie qui nous pousse à oser. Oui. Donc, première étape, comme je l'ai compris, c'est déjà assumer son ambition. Oui. J'assume ce que je veux et je n'ai pas peur de le dire devant le podcast. Yann de Parce que l'ambition est vertueuse. Exactement. Christine Lagarde est ambitieuse. Oprah Winfrey est ambitieuse. Ouais. Okay? Donc, l'ambition, quand on utilise pour le bien, c'est très bien. C'est ça ce qui fait tourner l'économie mondiale. D'accord, ok. J'ai de l'ambition. Maintenant, je me fixe un quota de veste. Oui. Pour pouvoir justement atteindre progressivement cette ambition. Oui. Et j'essaye d'avoir une copine de la loose, justement. Oui. Lorsque je me prends une veste, je partage cela avec la copine de la veste, qui va me permettre non seulement de... j'allais dire, c'est quoi le terme? Je n'ai pas le terme exact, mais d'analyser l'échec, comprendre les raisons et améliorer la prochaine tentative Mais de veste. Tu l'as parfaitement dit, c'est exactement ça. Douleur plus réflexion égale progrès. D'accord. Ah, c'est génial. Franchement, j'aime beaucoup ce que tu as partagé. Et comment se fixe le quota de veste, le quota? Alors, comment fixer le quota de veste? Je trouve que la manière la plus efficace à fixer le quota de veste, c'est en phase avec son métier. Okay? Il y a des métiers qui sont des usines à veste, okay? Commerciales. Tu sais, les gens qui nous appellent, oui, bonjour, êtes-vous intéressé à installer une pompe à chaleur chez vous? Enfin, tout ça. Quel job difficile. Mais quel job difficile ils ont. Donc, quand on a un job comme ça, on peut se fixer un quota de veste de 100 par jour. Mais 150 par jour. Okay? Mais imaginez ce qu'on peut faire si on ajoute un tout petit peu de paramètres mignons. Et on se dit que, OK, aujourd'hui, je pense que je vais prendre 100 vestes. Mais sur 10 de ces vestes-là, quand j'entends un tout petit peu de gentillesse, un tout petit peu de chaleur de l'autre côté, je vais moi-même ajouter un peu de paramètres mignons. Okay? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui, je suis un télévendeur, mais je ne suis pas une télévendeur comme les autres. Si vous me donnez 10 secondes, je vais vous faire ma demande de manière sincère. Et après, ça ne vous intéresse pas, on raccroche. Parce que le métier de vente est seulement noble si on fournit aux gens donc ce qu'ils ont besoin. Okay? Donc là, je suis sincère. D'accord. Là, je suis vraie. Okay? Et donc là, on a moins de chances de prendre une veste déjà. Et au moins, cette personne-là, elle va se souvenir de moi. Okay? Effectivement. Voilà. Donc, selon votre métier, on choisit le quota de veste. Selon aussi notre bande passante. Il y a des moments où je ne pratique pas la théorie de la veste. Moi, mon quota de veste, depuis 10 ans, c'est 3 par jour et 2 le week-end. Oh. 3 par jour et 2 le week-end. Okay. Donc, sois pas étonné si je te demande de me réinviter pour encore un podcast. D'accord. OK. 3 par jour et 2 le week-end. Mais quand je suis en vacances, je ne pratique pas la théorie de la veste. OK. Quand je suis fatiguée, je viens de traverser une divorce. C'était très difficile. Ça m'a beaucoup fatiguée et je n'ai pas pratiqué la théorie de la veste pendant ce temps-là parce que toute mon énergie, toute mon bande passante était pour ma famille. Et mon ambition, c'était que de survivre, en fait. Mais quand on a à nouveau faim, ambition, là, on fixe un quota de veste. D'accord. Et j'ai une autre question un peu plus qui va parler à mes abonnés qui sont freelance comme moi. Lorsqu'on est freelance, surtout qu'on travaille pour des grands groupes comme la Société Générale, HSBC, BNP, on ne peut pas travailler en direct avec ces entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y a des achats, il faut être référencé, ça prend beaucoup de temps. Donc, si tu veux proposer tes services à ces entreprises-là, il faut que tu sois dans le catalogue des entreprises qui sont déjà référencées. Oui. Comment une personne qui est indépendante, qui est seule, peut faire avec la théorie de la veste pour pouvoir atteindre cet objectif d'être référencé et pouvoir proposer ses services directement auprès des grands groupes? OK. Moi, j'ai une stratégie par rapport à ça. D'accord.
Et je vais faire une comparaison avec quand tu es au restaurant et le serveur n'a même pas la note. Donc, tu ne peux pas partir. Tu veux quitter le restaurant, mais le serveur n'amène pas la note. Et it's annoying, c'est chiant. Dans ce cas-là, je me lève, je mets ma veste, je commence à quitter le restaurant. Et sans faille, à chaque fois, la note me trouve. Ouais. OK? Donc, on peut appliquer la même stratégie quand il s'agit de pénétrer les grands groupes. Il faut trouver quelqu'un qui a envie de travailler avec vous. D'accord. D'accord? Et après, être référencé, etc. Tout ça, c'est du détail. Parce que cette personne-là, vous pensez que le chef de data pour le BPI se concerne avec comment mon consultant va être référencé, mais c'est même pas une pensée qui rentre dans sa tête, c'est même pas une mouche qui bzz, autour de lui, ce n'est rien. Okay? Il va juste dire à son assistante pourquoi cette consultant n'est pas encore référencée. Okay? Excusez-moi. Okay? Donc, il y a mon nouveau copain est hollandais. Et en hollandais, quand on a une bonne feeling avec quelqu'un, il dit « Ah, c'est mon groupe sanguin. On est du même groupe sanguin. Donc, il faut trouver quelqu'un dans l'entreprise qui est du même groupe sanguin que vous. Ouais. Et il faut leur convaincre qu'on peut soulager les douleurs qu'ils traversent, qu'on peut répondre aux problèmes qui leur empêchent à dormir la nuit. Et après, ah oui, bon, ça se trouve aussi que j'ai besoin d'être référencée, mais vous inquiétez pas, je vais voir ça avec les achats. D'accord. Ok. Et après, on laisse les achats travailler. Et on dit, ah, écoutez, d'accord, vous voulez pas me référencer, je vais vous laisser alors répondre à le chef de data pour le groupe en disant que vous ne souhaitez pas me référencer et donc il va falloir que les heures qu'on a déjà passées à négocier ce contrat, ils sont perdues et il peut trouver une autre consultant. Ok. En fait, la stratégie, c'est vraiment déjà dans l'entreprise, identifier les managers qui auront besoin de vos compétences. Parlez à vos pairs. Ouais. Je veux dire, pourquoi évidemment, la personne qui travaille aux achats, etc., on respecte son travail, mais ce n'est pas mon interlocuteur. Okay. C'est la personne qui va timbrer le papier, qui va me laisser conclure le contrat avec mon client. D'accord. Okay? Donc, si on travaille dans le data, par exemple, on va parler aux décisionnaires ou peut-être aux décisionnaires -1. D'accord? Si on est jeune, c'est peut-être un peu culotté, ça peut nuire à notre réputation, justement. Donc, on décide qu'on ne va pas faire cette tentative de veste, de parler au Chief Data Officer. Mais ils sont -1. Et déjà, on va essayer de comprendre quel est leur problème. Qu'est-ce qui les empêche à dormir la nuit? Qu'est-ce qui les cause des problèmes de perte d'argent, perte de temps, perte d'efficacité, perte de part de marché? Okay? Et on peut seulement savoir ça en étant curieux. Exactement. En posant des questions. C'est très clair pour moi, Annabelle. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton entreprise. Parce que en lisant sur Internet, je me suis rendu compte que dans ton entreprise, il y a une culture qui n'est pas très courante. J'ai lu en fait que dans ton entreprise, c'est chaque salarié qui choisit son salaire. Donc, je veux un peu que tu me parles un peu de la culture que tu as de ta boîte. Quelle est la vision que tu as pour cette boîte-là? Pour moi, en fait, ce que j'aime dans la vie, c'est faire ce que je veux. Et ce que je ne veux pas, c'est avoir des histoires d'employés qui chouinent, qui se mettent en arrêt de maladie quand ils ne sont pas malades, qui font grève, etc. OK, on a droit à la grève et tout ça. Mais je pense qu'en France, il y aura beaucoup de moins de grèves si on avait moins de patrons cons, en fait. Donc, pour moi, le grève commence avec le patron. Je vais dire juste, écoutez vos employés, faites attention à qui vous laisse rentrer par la porte. Et ensuite, il faut leur faire confiance. Si on ne peut pas faire confiance aux gens de télétravailler, on ne peut pas faire confiance aux gens de leur travailler tout court dans mon entreprise. Donc, moi, j'aime pas manager des gens. J'aime avoir une stratégie, communiquer la stratégie et ensuite faire confiance à mes employés qui comprennent combien de chiffres on fait, combien de marge on a, combien moi je gagne, combien on va y aller au-delà de notre objectif cette année ou pas, parce que
en fait, ça leur permet de traiter cette boîte un peu comme le leur. Et quand ils choisissent leur propre salaire, déjà, il faut avoir travaillé chez Present Perfect depuis 2 ans pour pouvoir choisir son propre salaire. Et moi, ce que je leur dis, c'est que, OK, qu'est-ce que tu veux gagner? On a un employé qui a passé les 2 ans et qu'elle a demandé une augmentation de 30%. C'est énorme, 30%. Okay? Et j'ai dit, OK, explique-moi la valeur que tu vas générer pour cette 30% de plus. Et là, elle m'a expliqué tout. En fait, c'était une formatrice. Et elle a dit, Annabelle, moi, je pense que la formation autant que revenue supply, chaîne de revenus, est très sous-exploitée. Elle dit que moi, je pense que moi, je peux être le meilleur commercial autant que formatrice chez Present Perfect. Donc, Present Perfect est spécialisé dans tout ce qui est prise de parole. Donc, on forme des gens à la prise de parole, storytelling au travail, comment gérer son track, que faire avec son corps pour être charismatique sur scène, comment parler aux médias, tout ça. Okay? Et elle dit que moi, je pense que je peux faire rentrer tant de revenus en plus, de chiffre d'affaires en plus, si je suis juste un petit peu plus commerciale en formation, si tu me le permets. Je pense aussi que... Donc, elle m'a expliqué tout ce qu'elle pouvait faire. Elle a dit, vu les NPS que j'ai ici, NPS, ça veut dire le score qu'on a pour mesurer la qualité de la formation. Je pense qu'on peut aussi augmenter les prix. Quand moi, je suis en coaching, j'ai une certaine expertise maintenant. Donc, en fait, elle était capable de justifier tout le revenu et le chiffre d'affaires additionnel qu'elle allait amener par rapport à cette augmentation. Et elle a dit aussi, donc, mais moi j'ai fait un contre-argument et j'ai dit OK, mais la moitié de ce 30% est basée sur la performance. Et elle m'a dit aucun problème. Et donc des gens, quand je leur dis que X de ton salaire va être basé sur un objectif, une performance, et ils me répondent ouais, aucun problème. C'est très rassurant pour moi en tant que patron. OK. Donc, et après, elle le savait très bien. Si elle demandait d'être payée 200 000 euros par an, moi, je l'allais dire, OK. Donc, pour que je te paye 200 000 euros par an, ça veut dire qu'il faut que tu fais rentrer 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Après, tout ce que je dois payer, plus les charges, plus le ci, plus le ça, plus le ça. Est-ce que tu peux me montrer comment tu vas faire rentrer 1 million d'euros de chiffre d'affaires? Non. Mais elle sait ce que la boîte gagne. Elle sait ce que la boîte gagne. Donc, elle sait que ce n'est pas raisonnable. D'accord, OK. En gros, déjà, il y a la transparence dans ton entreprise. Et en plus, je pense qu'en termes, pour être capable de savoir ce que je peux faire pour générer X% de revenus, il faut que je sois autonome. Oui. Tout le monde n'est pas autonome. Non, mais moi, c'est une société que je gère, pas une garderie pour adultes. D'accord. Donc, il n'y a que des adultes qui travaillent chez moi et des adultes intelligents. Et s'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils savent que tous les notes de frais de livres sur Amazon, cours Internet, e-learning qu'il veut faire, etc., pour s'éduquer, pour se coucher moins con en quelque sorte, il peut rembourser ça en notes de frais. OK. Ah, génial. Alors, aujourd'hui, Present Perfect est spécialisé en coaching, prise de parole en public, discours également. Dans ma communauté, il y a majoritairement des profils tech. Et faire des discours, ce n'est pas notre point fort. On est souvent très technique. Oui. Et même en entreprise, en fait, on se reconforte dans la partie technique parce que c'est ce qu'on maîtrise. S'il y avait une méthode que tu pourrais me donner, est-ce que chez Present Perfect, vous avez développé des méthodes qui pourraient aider des profils techniques justement à améliorer la prise de parole en public et à améliorer leur communication? Ben oui, bien sûr. Mais on n'a pas développé ces méthodes parce que la prise de parole, c'est la méthode de communication, c'est le média pour passer des messages le plus ancien de l'humanité. Donc, nous, chez Present Perfect, on a fait une curation de ce qui sont les meilleures méthodes pour la prise de parole. Et moi, je vais vous en donner 3. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que les soft skills sont si difficiles à enseigner, si difficiles à maîtriser? Quand il s'agit d'apprendre une formule mathématique, par exemple, même si on n'est pas très maths, au bout d'un moment, on peut le comprendre. Parce que c'est noir sur blanc, c'est X plus Y, c'est ta. Okay? Prise de parole, c'est différent. Il y a des méthodes, mais après, il y a seulement la mise en corps, la mise en bouche,
qui va vous aider à le maîtriser. Mais je vais vous partager 3 choses. La première, c'est... 4 choses. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle le coco magique. Coco magique. Coco magique. Qu'est-ce que c'est le coco magique? Okay. Le coco magique, c'est une geste qu'on va faire pour combattre le peur de parler en public. Combattre les sentiments d'insécurité que quand vous les sentez, vous les affichez avec votre corps. Quand vous les affichez avec votre corps, vous montrez à tout votre public que vous n'êtes pas confiant. Okay? Et donc, l'autre va dire « pas confiant, pas digne de confiance ». Je ne vais pas l'écouter. D'accord? Donc, on remonte dans le temps, il y a 60 000 ans, quand on habitait tous en tribu, etc. C'est assez nouveau qu'on marche debout, qu'on est des bipèdes, okay? Mais c'est quand même cool d'être bipède parce qu'on peut enlever des noix et des fruits, des arbres qui contribuent à le développement de notre partie frontale, de notre cerveau. Okay? C'est les acides oméga 3 qui nous a permis de devenir plus intelligents que les autres singes. Mais le prix à payer pour être plus intelligent des autres singes, c'est qu'on ne marche plus à 4 pattes. Ça veut dire tout ce qui nous rend vulnérables et qui était anciennement protégé par le sol est exposé au monde. Okay? Vous prenez une flèche dans le dos, il y a forte chance que vous allez survivre. Vous prenez une flèche ici, vous n'allez pas survivre. Okay? Et donc, ça veut dire que montrer tous ces organes sensibles à quelqu'un qu'on croise sur le savane qui n'est pas de notre tribu, c'est un signe universel de « j'ai pas peur de vous, vous n'avez pas peur de moi. D'accord. J'ai ni arme, ni outil avec lequel je peux vous faire du mal. Okay? Je vous montre tous mes organes sensibles dans une signe de « je suis digne de confiance ». Et si je couple ça en plus avec ce que j'appelle le regard anti-botox. Regard anti-botox, d'accord. Tu viens le faire. Le regard anti-botox, ok. Là, c'est ok. C'est l'ouverture du regard. Ok, l'ouverture de regard. D'accord. Donc, si je vais regarder la caméra et je vais le faire. Okay? Je fais sans coco magique, sans regard anti-botox. Et on va voir si on a envie de jaser avec moi, comme ils disent des Québécois. D'accord. Okay? Je mets mon Kindle là sur le côté, mon Dieu. Okay? Bonjour, je m'appelle Annabelle Roberts et je vais vous apprendre comment être charismatique quand vous prenez la parole. Version numéro 1. D'accord. Okay? Version numéro 2. Bonjour. Je m'appelle Annabelle Roberts. Je suis canadienne et pendant une quart d'heure, on va apprendre comment gérer son trac et être charismatique quand on parle en public. Ça n'a rien à voir. Alors, il y a une différence, en fait, entre même déjà les émotions, la façon dont tu es plus ouverte, en fait, et on a envie de te suivre. Ben oui. Donc, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'avec le coco magique et avec le regard anti-botox, on est en train de montrer à tout le monde que je vous vois, je m'intéresse à vous, et comme je vous montre tous mes organes sensibles, vous pouvez me faire confiance. Okay? Parce qu'il y a une règle universelle dans la communication, et c'est que tout le monde veut être vu, entendu, compris. Vu, entendu, compris. Et donc, si on peut faire sentir à l'autre qu'elle est vue, entendue, compris, on va avoir une communication fluide. On va avoir les défenses qui tombent. On va commencer à être un petit peu dans la vulnérabilité. Okay? Et on est vu avant d'être entendu. Exactement, oui. Okay? La lumière voyage plus vite que le son. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de faire ces choses-là dans votre corps avant que vous dites un mot. Okay? Mais attention, ces signaux qu'on envoie avec le regard ouvert, donc le regard anti-botox, avec le coco magique, ce sont des signaux qui vont voyager à la partie le plus ancienne du cerveau. C'est vraiment dans le cerveau reptilien que ça va être enregistré. Et donc, comme ces signaux, ils ont besoin de voyager loin dans le cerveau, il faut que ces signaux soient maintenus. Regarde ce que ça fait si je fais un mi-signal. Okay? Bonjour. Je m'appelle Annabelle Roberts et je vais vous apprendre la communication. C'est horrible, non?
On dit, quelqu'un te fait ça dans le métro, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer de wagon, non? Non? Je sais pas, mais c'est pas le même message que ça renvoie en tout cas. Ah, ça fait peur. Okay. Ou qu'est-ce qui se passe si je te souris sans les sourcils? Je suis ravie d'être là aujourd'hui, Natacha. Ouais. C'est horrible, non? Ouais. OK? C'est parce que les mi-signals ou les demi-signals de langage corporel, le cerveau, tout de suite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Oh, j'ai pas assez d'informations pour prendre une décision. Donc, comme je ne sais pas si cette personne est une amie, ennemie, partenaire sexuel potentiel ou indifférent, comme je n'ai pas d'informations, tout de suite, je vais... OK, c'est une ennemie. Ok. C'est une ennemie. Vous savez qu'en fait, il faut faire attention au signal qu'on renvoie. Par exemple, là, j'essaye de le faire depuis. Quand je communique, il faut que je fasse attention à ce que les yeux soient ouverts. Et Il faut que le regard soit ouvert. Okay. Donc, si tu veux que l'autre se sent vu, entendu, compris, okay, on va le regarder longtemps avec le regard anti-botox. Cet regard ouvert qui est « je te vois, je m'intéresse à toi ». Est-ce que je peux le faire? Bah oui, allez. C'est avec des sourcils, hein. C'est pas avec les yeux. Donc, si tu le fais avec les yeux, les gens, ils vont juste penser que tu prends de la cocaïne. Hein. Non, c'est avec les sourcils. Comment est-ce que tu as pris du botox? C'est pour ça que tu peux pas le faire? Non, j'ai pas pris de botox. Avec des sourcils. Oui, juste fais ça. Yeah, that's it. Yeah. Ah, okay. Et tu le maintiens. Et tu dis, OK. Donc, si tu me dis, par exemple, mais Annabelle, quitter les Mormons, la théorie de la veste, je trouve ça très inspirant. C'est pas le même que si tu dis, quitter les Mormons, la théorie de la veste, je trouve ça très inspirant. Tu vois? Tu vois la différence que ça fait d'ouvrir le regard. En fait, ce que tu veux, c'est que tu veux voir plus l'autre. Tu veux que l'autre se sente encore plus compris, encore plus vu, encore plus entendu, encore plus la bienvenue. Et donc, tu ouvres bien le regard. Donc, ça, c'est la première chose. Okay? Coco magique, regard anti-botox. Et pourquoi j'appelle ça le coco magique? C'est parce que pour le faire bien, il faut imaginer qu'on tient un noix de coco devant notre nombril. Tu le vois, je le tiens? Oui. Mais on ne peut pas le voir parce qu'il est magique. Tu comprends? Yeah. Et je l'ouvre devant tout le monde. Ce qui est un peu le signe universel de « je partage avec vous ». Je viens avec rien devant vous. Okay? Donc, voilà. Et quand on le fait au début, ça peut faire genre « bienvenue à la messe, mes frères et sœurs ». Mais whatever, le prêtre, on l'écoute. Hein. Donc, premier tips. Coco magique, regard anti-botox. Deuxième, c'est apprendre à utiliser la question rhétorique. La question rhétorique est la baguette magique de la charisme et d'un discours bien ponctué, d'un discours facile à digérer. D'accord? Et comme j'ai dit 2 pour le premier, je vais dire 2 pour le deuxième. La question rhétorique est de la répétition. Okay? Je te donne un exemple. Imaginons que nous allons faire une vidéo sur TikTok pour inviter Yann Lequin à venir sur notre podcast. Okay? On a appris que le regard anti-botox est important. On va faire le coco magique. On va cocoter quand on commence notre vidéo TikTok. Et on va lui dire le suivant. Je vais le faire sans question rhétorique et ensuite, on va voir la différence que ça fait quand j'ajoute la question rhétorique et de la répétition. OK? Monsieur Lequin, vous ne me connaissez pas, mais j'ai une communauté de XXX 1000 de followers qui, comme vous, se posent des questions sur notre futur. Qui, comme vous, ont envie de vivre dans une ère où l'IA est un outil qui fonctionne dans un cadre avec des limites pour que nous puissions utiliser cet outil en toute sécurité. J'ai envie de discuter ça avec vous, donc venez sur mon podcast. OK, déjà c'était pas mal. Ouais. OK. Regardons comment ça devient encore plus puissant quand on ajoute la question rhétorique et de la répétition. OK. Monsieur Lequin, vous ne me connaissez pas. Mais je suis une jeune avec une communauté de XXXXX. Et moi, comme toute ma communauté, on se pose des questions.
qu'est-ce qui va se passer demain si l'IA n'est pas contrôlée, s'il n'y a pas des limites? Comment choisir une carrière aujourd'hui ou nos enfants quand on ne sait pas ce que ça va devenir? Est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde où 4 sociétés, 4 géants de la tech contrôlent tout ce qu'on fait? Moi et tous mes collègues et tous mes followers, on pense que non. Non. Et j'ai envie de discuter avec vous. Et je sais que la jeune génération et ceux qui doivent vivre dans l'ère d'IA de demain, ça compte beaucoup pour vous. Donc, je vous demande, je vous supplie de venir nous en parler directement dans le podcast de Natacha. Ouais. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a répété certaines choses, d'accord? Donc, on peut répéter un son, on peut répéter une notion, une idée, en utilisant différents mots. Okay? Donc, je vous demande, je vous supplie, ça c'est une répétition. Okay? Écoutez la manière dont j'ai posé les questions. J'ai répété les sons. Et c'était presque musical, en fait. Tu vois? La question rhétorique aussi, ça nous oblige des silences. Ça nous coupe le monocorde. Ça nous permet de répéter sans insulter l'intelligence de notre public. Il y a une règle pour la répétition, c'est quand on répète le son, on ne doit pas répéter le mot. Parce que si tu répètes le mot et le son, je vais te le faire, OK? OK. Merci pour ton invitation aujourd'hui, Natacha. Merci pour ton invitation aujourd'hui, Natacha. Tu vas dire, mais il y a un problème avec le Wi-Fi chez elle. Qu'est-ce qui se passe? Elle est... Genre, IA, c'est elle, ouais. Qu'est-ce qu'elle a? Tu vois? Donc, mais si je dis merci pour ton invitation aujourd'hui, franchement, ça me fait trop plaisir d'être invitée. Vraiment, merci. Bah là, oui. J'ai répété 3 fois la même chose, et avec différents sons, différents mots. Okay? Donc, quand on communique à l'oral, c'est un signal très faible pour transporter de l'information. Moi, ce que j'utilise quand je parle à mes clients, c'est ce que j'appelle le AirDrop Index. OK? AirDrop Index. Qu'est-ce que c'est? AirDrop Index, c'est... Je considère que la puissance de la transmission d'une idée, c'est comme une AirDrop. Si je te fais comme ça avec mon téléphone, il fait... Tout ce que je voulais te transférer était anciennement dans mon téléphone et maintenant, il est dans le tien. Exactement pareil, exactement comme je le souhaitais. Ça, c'est un AirDrop Index de 100%. OK? Après... si je veux transmettre des idées de ma tête à la tienne, je peux écrire un document, tu lis le document, et là, on est sur une compréhension d'à peu près 80%. 80% de ce que je voulais transmettre de ma tête à la tienne, airdropper de mon cerveau à la tienne, est arrivé. Okay? Quand on parle en public, et on n'est pas bon, on ne connaît pas le regard anti-botox, on ne connaît pas la question rhétorique, okay? On ne connaît pas la répétition, on ne connaît pas le coco magique, on ne connaît pas la ponctuation orale, on ne connaît pas la petite robe noire, okay? Toutes ces choses-là que Present Perfect a développées. C'est très faible pour transporter de l'information. Oui. Okay? Et donc, déjà, il faut dire peu. Si vous ne pouvez pas dire votre présentation dans une phrase, tu ne peux pas le dire dans 1 heure. Si tu ne peux pas le dire dans une phrase, tu ne peux pas le dire dans 1 heure. Basta. Okay? Donc, il faut... Et là, c'est la 3e chose que je vais astuce que je vais te donner. C'est que la prise de parole a une forme. Si thèse, antithèse, synthèse, c'est la forme d'un papier qui développe vos idées, ou d'une thèse quand vous allez avoir votre diplôme, okay? La forme d'un bon discours, c'est accroche, contraste, rappel à l'accroche. OK? Accroche, contraste, rappel à l'accroche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut accrocher l'attention de votre public. La définition d'une bonne accroche selon Present Perfect, c'est ça génère de la curiosité. La définition de la curiosité, selon Carmine Gallo, qui a écrit un livre qui s'appelle Talk Like TED, qui est pour moi un très bon livre à lire si vous voulez améliorer votre capacité à captiver des gens quand vous prenez la parole. Okay? Talk Like TED, il dit que la curiosité, telle que je le définisse, c'est une incohérence dans ce que je sais est vrai. Un trou dans ma connaissance. A gap in my knowledge. OK. Donc, moi, je sais que la plupart des présentations sur le data et la tech sont fucking boring. N'est-ce pas? So boring.
Moi, je sais. Ouais. Moi, je sais que d'habitude, c'est ça. Ouais. OK? Donc, si j'arrive, et dès que j'arrive, et je dis, écoute, Natacha, je sais qu'on est là pour parler du data aujourd'hui, mais d'abord, je veux juste dire un mot sur un truc que mes enfants font depuis 2 semaines et je ne comprends pas. 6, 7, c'est quoi? Tu vois? Et donc là, tu me regardes et je vois tes sourcils faits. OK? Elle vient d'où avec ça? Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? OK? Elle me parle, elle parle de ses enfants, etc. C'est pas ce que j'ai attendu. OK? Mais c'est pas tellement bizarre que je mets en question la crédibilité de cette personne. Mais OK, je mords, on va voir où ça va, etc. Je suis accrochée. OK? Ouais. Donc, en fait, pour accrocher des gens, il faut que ça soit same but different. Il faut que ça soit assez proche de les codes du business, les codes des événements auxquels on a l'habitude à assister, mais assez nouveau et frais pour que ça soit considéré comme « Ah, OK ». Par exemple, j'ai récemment assisté à une conférence sur le data et l'IA qui était mise en place par une société qui s'appelle Himalaya. Et il y avait un monsieur qui écrivait des chansons sur les implications de l'IA. Donc, il donnait des cours sur comment structurer son data pour créer un LLM, etc., etc. Et ensuite, il avait écrit une chanson ou une rap qui résumait le tout ce qu'il avait fait. Et c'était tellement adorable. Et je veux dire qu'on était tous des geeks dans la salle à se taper dans les mains, etc. Donc, je ne dis pas que désormais, vous devez être rappeuse. Hein. Mais je dis juste que comment je peux accrocher mon public en étant same but different. On benchmark comment la plupart des présentations sont. Et ensuite, on fait quelque chose pour surprendre sans choquer. Okay. En restant dans la logique, dans, comment appeler ça? Dans les règles du business. C'est ça. On apporte une nouveauté qui ne va pas nous compromettre. Oui, mais il faut oser. Okay. D'accord? N'oublie pas qu'une règle d'une tentative de veste, c'est il ne faut pas nuire à sa réputation. Okay? Mais si vous faites une présentation sur le data et c'est tellement boring que vous-même, vous vous endormez et donc vous décidez de faire une parallèle avec le Mandalorian et des images de Baby Yoda dans votre présentation, c'est délicieux. Okay? Donc, si ça vous ennuie, ça va ennuyer votre public. Si ça vous surprend, ça va surprendre votre public. Okay? Mais osez d'être un petit peu différent. Osez. Super. Donc, merci beaucoup pour ces conseils. Il faut oser. Je pense qu'on arrive déjà à la fin du podcast. Je vais te poser quelques questions rapides. La première question, c'est qu'est-ce que tu ferais différemment dans ton parcours? Vu tout ce que tu as accompli, s'il y avait une seule chose que tu pouvais faire différemment, qu'est-ce que tu ferais? J'aurais demandé de l'aide. Donc, quand j'avais 11 ans, quand j'étais dans une famille d'accueil, quand j'étais abusée, quand j'étais privée de mes livres de l'école parce que je ne faisais pas assez bien la doctrine du mormonisme, parce que j'étais insolente, j'aurais demandé de l'aide. Demander de l'aide. Si tu pouvais parler à Annabelle qui démarre tout juste, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, t'as pas besoin de tout faire toute seule. Essaye toujours d'entourer toi de personnes qui sont plus intelligentes, plus empathiques que toi. Ne sois jamais la personne la plus intelligente dans la pièce. C'est profond. Quel livre tu aimerais offrir à tout le monde? La théorie de la veste, bien sûr. Évidemment. Vous aurez le lien en description. La justement. théorie de la veste, allô. D'accord. Et si tu avais la possibilité, pour terminer, ça c'est la dernière question, si tu avais la possibilité de laisser un message à tout l'univers maintenant, quel message aimerais-tu faire passer? Occupez-vous de vos oignons. Ça sert à rien de mettre le nez dans les affaires de l'autre. L'autre a plus de terrain que moi. L'autre a machin d'un. Occupe-toi de tes oignons. Super. Merci beaucoup, Annabelle, d'avoir accepté mon invitation.
Est-ce qu'il y a il y a des éléments que je n'ai pas mentionnés que tu aimerais partager? Non, moi j'aimerais bien juste te féliciter, Natacha, parce que moi je trouve que c'est super ce que tu as construit. Tu es vraiment une self-made woman. Oh. Et cette communauté t'adore, et moi compris déjà. Merci beaucoup. Je trouve que des clients que tu signes, c'est pas rien de signer des contrats comme ça. Et je trouve que tu inspires beaucoup de gens, moi compris. Donc, merci pour ton invitation. Merci beaucoup à toi, Annabelle. Merci beaucoup pour ce que tu fais également. Merci pour ton livre qui, moi, m'a impacté, comme je t'ai dit cette année. Vous avez le lien vers le livre en description. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le mot. Qu'est-ce que vous avez appris de ce podcast, en fait? Moi, je dis souvent que l'élément le plus important que vous avez dans votre vie, c'est votre temps. On a passé 1 heure avec Annabelle. Vous avez passé 1 heure avec nous. S'il y avait un mot qui résume cet échange, quel mot vous vient à l'esprit? Partagez le mot en commentaire. Et en entreprise, on a parlé de communication, on a parlé de le fait de se prendre des vestes, on a parlé également de comment justement oser assumer son ambition, avoir le copain et la copine de la loose. Ce sont les éléments qui vont vous aider à progresser dans votre carrière et dans votre entreprise. Si vous souhaitez aller encore plus loin, vous devez également développer votre réseau. Parce que le réseau, c'est l'élément clé qui vous permet de progresser dans votre quotidien. Et si vous souhaitez savoir comment faire un réseau, vous pouvez aller voir mon podcast avec Guillaume qui s'affiche juste ici. Sur ce, likez, commentez, partagez, faites tout ce que vous voulez, mais surtout, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt pour un autre podcast. Let's go! Let's bye go. bye. Bye bye. Oh, est-ce que je peux dire un dernier truc? Après, on doit laisser. Ouais. C'est que la théorie de la veste a été proposée à être publiée aux États-Unis et j'étais rejetée parce que j'avais pas assez de followers Instagram. Oh. Et ils m'ont dit, on adore le livre. En plus, le titre en anglais, c'est trop bien, Rejection Affection. Ils ont dit, on a adoré le livre, mais on ne publie pas en dessous de 10 000 followers. Sur Instagram? Pourquoi Ça, Instagram? Parce que maintenant, c'est tellement difficile de vendre des livres que si l'autrice n'a pas une communauté déjà, et je ne suis pas très social media, moi je suis vrai média, ils ne publient plus. Et donc, ils ont dit, on a adoré votre livre, mais politique de la maison, on ne publie pas. Donc, si il veut me suivre sur Instagram, ça va me donner plus de chances de publier la théorie de la veste en anglais. Super, vous avez tous les liens, LinkedIn, Instagram en description. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.